René Guénon, Orient et Occident. Première partie. Illusions occidentales. Chapitre 1er. Civilisation et progrès. La civilisation occidentale moderne apparaît dans l'histoire comme une véritable anomalie. Parmi toutes celles qui nous sont connues plus ou moins complètement, cette civilisation est la seule qui se soit développée dans un sens purement matériel. Et ce développement monstrueux, dont le début coïncide avec ce qu'on est convenu d'appeler la Renaissance, a été accompagné, comme il devait l'être fatalement, d'une régression intellectuelle correspondante. Nous ne disons pas équivalente, car il s'agit là de deux ordres de choses entre lesquels il ne saurait y avoir aucune commune mesure. Cette régression en est arrivée à un tel point que les Occidentaux d'aujourd'hui ne savent plus ce que peut être l'intellectualité pure, qu'ils ne soupçonnent même pas que rien de tel puisse exister. De là leur dédain, non seulement pour les civilisations orientales, mais même pour le Moyen-Âge européen, dont l'esprit ne leur échappe guère moins complètement. Comment faire comprendre l'intérêt d'une connaissance toute spéculative à des gens pour qui l'intelligence n'est qu'un moyen d'agir sur la matière et de la plier à des fins pratiques, et pour qui la science, dans le sens restreint où ils l'entendent, vaut surtout dans la mesure où elle est susceptible d'aboutir à des applications industrielles. Nous n'exagérons rien. Il n'y a qu'à regarder autour de soi pour se rendre compte que telle est bien la mentalité de l'immense majorité de nos contemporains, et l'examen de la philosophie à partir de Bacon et de Descartes, ne pourrait que confirmer encore ces constatations. Nous rappellerons seulement que Descartes a limité l'intelligence à la raison, qu'il a assigné pour unique rôle à ce qu'il croyait pouvoir appeler métaphysique de servir de fondement à la physique, et que cette physique elle-même était essentiellement destinée, dans sa pensée, à préparer la constitution des sciences appliquées, mécaniques, médecine et morale, dernier terme du savoir humain tel qu'il le concevait. Les tendances qu'il affirmait ainsi ne sont-elles pas déjà celles-là même qui caractérisent à première vue tout le développement du monde moderne? Nier ou ignorer toute connaissance pure et supra-rationnelle, c'était ouvrir la voie qui devait mener logiquement d'une part au positivisme et à l'agnosticisme, qui prennent leur parti des plus étroites limitations de l'intelligence et de son objet, et, d'autre part, à toutes les théories sentimentalistes et volontaristes qui s'efforcent de chercher dans l'infra-rationnel ce que la raison ne peut leur donner. En effet, ceux qui, de nos jours, veulent réagir contre le rationalisme n'en acceptent pas moins l'identification de l'intelligence tout entière avec la seule raison, et ils croient que celle-ci n'est qu'une faculté toute pratique, incapable de sortir du domaine de la matière. Bergson a écrit textuellement ceci. Ouvrons les guillemets. L'intelligence, envisagée dans ce qui en paraît être la démarche originelle, est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils, sic, entre parenthèses, et d'en varier indéfiniment la fabrication. Fermons les guillemets. Note de bas de page. L'évolution créatrice, page 151. Retour au texte. Et encore, ouvrons les guillemets, l'intelligence, même quand elle n'opère plus sur la matière brute, suit les habitudes qu'elle a contractées dans cette opération. Elle applique des formes qui sont celles mêmes de la matière inorganisée. Elle est faite pour ce genre de travail. Seul, ce genre de travail la satisfait pleinement. Et c'est ce qu'elle exprime en disant qu'ainsi seulement elle arrive à la distinction et à la clarté. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Ibid, page 174. Retour au texte. À ces derniers traits, on reconnaît sans peine que ce n'est point l'intelligence elle-même qui est en cause, mais tout simplement la conception cartésienne de l'intelligence, ce qui est bien différent, et, à la superstition de la raison, la philosophie nouvelle, entre guillemets, comme disent ses adhérents, en substitue une autre, plus grossière encore par certains côtés, la superstition de la vie. Le rationalisme,
impuissante à s'élever jusqu'à la vérité absolue, laissait du moins subsister la vérité relative. L'intuitionnisme contemporain rabaisse cette vérité à n'être plus qu'une représentation de la réalité sensible, dans tout ce qu'elle a d'inconsistant et d'incessamment changeant. Enfin, le pragmatisme achève de faire évanouir la notion même de vérité en l'identifiant à celle d'utilité, ce qui revient à la supprimer purement et simplement. Si nous avons un peu schématisé les choses, nous ne les avons nullement défigurées, et quelles qu'aient pu être les phases intermédiaires, les tendances fondamentales sont bien celles que nous venons de dire. Les pragmatistes, en allant jusqu'au bout, se montrent les plus authentiques représentants de la pensée occidentale moderne. Qu'importe la vérité dans un monde dont les aspirations, étant uniquement matérielles et sentimentales, et non intellectuelles, trouvent toute satisfaction dans l'industrie et dans la morale, deux domaines où l'on se passe fort bien, en effet, de concevoir la vérité. Sans doute, on n'en est pas arrivé d'un seul coup à cette extrémité, et bien des Européens protesteront qu'ils n'en sont point encore là, mais nous pensons surtout ici aux Américains, qui en sont à une phase plus avancée, entre guillemets, si l'on peut dire, de la même civilisation, mentalement aussi bien que géographiquement. L'Amérique actuelle est vraiment l'extrême Occident, entre guillemets, et l'Europe suivra, sans aucun doute, si rien ne vient arrêter le déroulement des conséquences impliquées dans le présent état des choses. Mais ce qu'il y a peut-être de plus extraordinaire, c'est la prétention de faire de cette civilisation anormale le type même de toute civilisation, de la regarder comme la civilisation, entre guillemets, par excellence, voire même comme la seule qui mérite ce nom. C'est aussi, comme complément de cette illusion, la croyance au progrès, entre guillemets, envisagée d'une façon non moins absolue et identifiée naturellement dans son essence avec ce développement matériel qui absorbe toute l'activité de l'occidental moderne. Il est curieux de constater combien certaines idées arrivent promptement à se répandre et à s'imposer, pour peu, évidemment, qu'elles répondent aux tendances générales d'un milieu et d'une époque. C'est le cas de ces idées de civilisation, entre guillemets, et de progrès, entre guillemets, que tant de gens croient volontiers universelles et nécessaires, alors qu'elles sont en réalité d'inventions toutes récentes, et que, aujourd'hui encore, les trois quarts au moins de l'humanité persistent à les ignorer ou à n'en tenir aucun compte. Jacques Bainville a fait remarquer que, ouvrons les guillemets, si le verbe civiliser se trouve déjà avec la signification que nous lui prêtons chez les bons auteurs du XVIIIe siècle, le substantif civilisation ne se rencontre que chez les économistes de l'époque qui a précédé immédiatement la Révolution. Littré cite un exemple pris chez Turgot. Littré, qui avait dépouillé toute notre littérature, n'a pas pu remonter plus loin. Ainsi, le mot civilisation n'a pas plus d'un siècle et demi d'existence. Il n'a fini par entrer dans le dictionnaire de l'Académie qu'en 1835, il y a un peu plus de 100 ans. L'Antiquité, dont nous vivons encore, n'avait pas non plus de terme pour rendre ce que nous entendons par civilisation. Si l'on donnait ce mot-là à traduire dans un thème latin, le jeune élève serait bien embarrassé. La vie des mots n'est pas indépendante de la vie des idées. Le mot de civilisation, dont nos ancêtres se passaient fort bien, peut-être parce qu'ils avaient la chose, s'est répandu au XIXe siècle sous l'influence d'idées nouvelles. Les découvertes scientifiques, le développement de l'industrie, du commerce, de la prospérité et du bien-être avaient créé une sorte d'enthousiasme et même de prophétisme. La conception du progrès indéfini, apparue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, concourut à convaincre l'espèce humaine qu'elle était entrée dans une ère nouvelle, celle de la civilisation absolue. C'est un prodigieux utopiste, bien oublié aujourd'hui, Fourier, que l'on doit d'appeler la période contemporaine, celle de la civilisation, et de confondre la civilisation avec l'âge moderne. La civilisation, c'était donc le degré de développement et de perfectionnement auquel les nations européennes étaient parvenues au XIXe siècle. Ce terme, compris par tous, bien qu'il ne fût défini par personne, embrassait à la fois le progrès matériel et le progrès moral, l'un portant l'autre, l'un uni à l'autre.
inséparables tous deux. La civilisation, c'était en somme l'Europe elle-même. C'était un brevet que se décernait le monde européen. Fermons les guillemets. Note de bas de page. L'avenir de la civilisation, revue universelle, 1er mars 1922, page 586-587. Retour au texte. C'est là exactement ce que nous pensons nous-mêmes, et nous avons tenu à faire cette citation, bien qu'elle soit un peu longue, pour montrer que nous ne sommes pas seuls à le penser. Ainsi, ces deux idées de civilisation entre guillemets et de progrès entre guillemets, qui sont fort étroitement associées, ne datent l'une et l'autre que de la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est-à-dire de l'époque qui, entre autres choses, vit naître aussi le matérialisme. Et elles furent surtout propagées et popularisées par les rêveurs socialistes du début du XIXe siècle. Note de bas de page. Le mot de matérialisme, entre guillemets, a été imaginé par Berkeley, qui s'en servait seulement pour désigner la croyance à la réalité de la matière. Le matérialisme au sens actuel, c'est-à-dire la théorie d'après laquelle il n'existe rien d'autre que la matière, ne remonte qu'à Lamétrie et à d'Holbach. Il ne doit pas être confondu avec le mécanisme, dont on trouve quelques exemples dès l'Antiquité. Retour au texte. Il faut convenir que l'histoire des idées permet de faire parfois des constatations assez surprenantes, et de réduire certaines imaginations à leur juste valeur. Elle le permettrait surtout si elle était faite et étudiée comme elle devrait l'être, si elle n'était, comme l'histoire ordinaire d'ailleurs, falsifiée par des interprétations tendancieuses, ou bornée à des travaux de simple érudition, à d'insignifiantes recherches sur des points de détail. L'histoire vraie peut être dangereuse pour certains intérêts politiques, et on est en droit de se demander si ce n'est pas pour cette raison que certaines méthodes, en ce domaine, sont imposées officiellement à l'exclusion de toutes les autres. Consciemment ou non, on écarte a priori tout ce qui permettrait de voir clair en bien des choses, et c'est ainsi que se forme l'opinion publique, entre guillemets. Mais revenons aux deux idées dont nous venons de parler, et précisons que, en leur assignant une origine aussi rapprochée, nous avons uniquement en vue cette acception absolue et illusoire selon nous, qui est celle qu'on leur donne le plus communément aujourd'hui. Pour le sens relatif dont les mêmes mots sont susceptibles, c'est autre chose. Et, comme ce sens est très légitime, on ne peut dire qu'il s'agisse, en ce cas, d'idées ayant pris naissance à un moment déterminé, peu importe qu'elles aient été exprimées d'une façon ou d'une autre, et, si un terme est commode, ce n'est pas parce qu'il est de création récente que nous voyons des inconvénients à son emploi. Ainsi, nous disons nous-mêmes très volontiers qu'il existe des civilisations, entre guillemets, multiples et diverses. Il serait assez difficile de définir exactement cet ensemble complexe d'éléments de différents ordres qui constitue ce qu'on appelle une civilisation, mais néanmoins, chacun sait assez bien ce qu'on doit entendre par là. Nous ne pensons même pas qu'il soit nécessaire d'essayer de renfermer dans une formule rigide les caractères généraux de toute civilisation, ou les caractères particuliers de telle civilisation déterminée. C'est là un procédé quelque peu artificiel, et nous nous défions grandement de ces cadres étroits où se complaît l'esprit systématique. De même qu'il y a des civilisations, entre guillemets, il y a aussi, au cours du développement de chacune d'elles, ou de certaines périodes plus ou moins restreintes de ce développement, des progrès, entre guillemets, portant non point sur toutes indistinctement, mais sur tel ou tel domaine défini. Ce n'est là, en somme, qu'une autre façon de dire qu'une civilisation se développe dans un certain sens, dans une certaine direction, mais comme il y a des progrès, il y a aussi des régressions, et parfois même les deux choses se produisent simultanément dans des domaines différents. Donc, nous y insistons, tout cela est éminemment relatif. Si l'on veut prendre les mêmes mots dans un sens absolu, ils ne correspondent plus à aucune réalité, et c'est justement alors qu'ils représentent ces idées nouvelles qui n'ont cours que depuis moins de 2 siècles, et dans le seul Occident. Certes, le progrès, entre guillemets, et la civilisation, entre guillemets, avec des majuscules, cela peut faire un excellent effet dans certaines phrases aussi creuses que déclamatoires, très propres à impressionner la foule
pour qui la parole sert moins à exprimer la pensée qu'à suppléer à son absence. À ce titre, cela joue un rôle des plus importants dans l'arsenal de formules dont les dirigeants, entre guillemets, contemporains se servent pour accomplir la singulière œuvre de suggestion collective sans laquelle la mentalité spécifiquement moderne ne saurait subsister bien longtemps. À cet égard, nous ne croyons pas qu'on ait jamais remarqué suffisamment l'analogie, pourtant frappante, que l'action de l'orateur, notamment, présente avec celle de l'hypnotiseur. Ouvrons la parenthèse. Et celle du dompteur est également du même ordre. Fermons la parenthèse. Nous signalons en passant ce sujet d'étude à l'attention des psychologues. Sans doute, le pouvoir des mots s'est déjà exercé plus ou moins en d'autres temps que le nôtre, mais ce dont on n'a pas d'exemple, c'est cette gigantesque hallucination collective par laquelle toute une partie de l'humanité en est arrivée à prendre les plus vaines chimères pour d'incontestables réalités. Et parmi ces idoles de l'esprit moderne, celles que nous dénonçons présentement sont peut-être les plus pernicieuses de toutes. Il nous faut revenir encore sur la genèse de l'idée de progrès. Disons, si l'on veut, l'idée de progrès indéfini, pour mettre hors de cause ces progrès spéciaux et limités, dont nous n'entendons aucunement contester l'existence. C'est probablement chez Pascal qu'on peut trouver la première trace de cette idée, appliquée d'ailleurs à un seul point de vue. On connaît le passage où il compare l'humanité à, ouvrons les guillemets, un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement pendant le cours des siècles, fermons les guillemets, et où il fait preuve de cet esprit anti-traditionnel qui est une des particularités de l'Occident moderne, déclarant que, ouvrons les guillemets, ceux que nous appelons anciens étaient véritablement nouveaux en toutes choses, fermons les guillemets, et qu'ainsi leurs opinions ont fort peu de poids, et sous ce rapport, Pascal avait eu au moins un précurseur, puisque Bacon avait dit déjà avec la même intention « Antiquitas seculi juventus mundi ». Note de bas de page. Fragment d'un traité du vide. Retour au texte. Il est facile de voir le sophisme inconscient sur lequel se base une telle conception. Ce sophisme consiste à supposer que l'humanité, dans son ensemble, suit un développement continu et unilinéaire. C'est là une vue éminemment simpliste, qui est en contradiction avec tous les faits connus. L'histoire nous montre en effet, à toute époque, des civilisations indépendantes les unes des autres, souvent même divergentes, dont certaines naissent et se développent pendant que d'autres tombent en décadence et meurent, ou sont anéanties brusquement dans quelque cataclysme. Et les civilisations nouvelles ne recueillent point toujours l'héritage des anciennes. Qui oserait soutenir sérieusement, par exemple, que les Occidentaux modernes ont profité, si indirectement que ce soit, de la plupart des connaissances qu'avaient accumulées les Chaldéens ou les Égyptiens, sans parler des civilisations dont le nom même n'est pas parvenu jusqu'à nous. Du reste, il n'y a pas besoin de remonter si loin dans le passé, puisqu'il est des sciences qui étaient cultivées dans le Moyen-Âge européen et dont on n'a plus de nos jours la moindre idée. Si l'on veut conserver la représentation de l'homme collectif, entre guillemets, qu'envisage Pascal, ouvrons la parenthèse, qui l'appelle très improprement « homme universel », entre guillemets, fermons la parenthèse. Il faudra donc dire que, s'il est des périodes où il apprend, il en est d'autres où il oublie, ou bien que, tandis qu'il apprend certaines choses, il en oublie d'autres. Mais la réalité est encore plus complexe, puisqu'il y a simultanément, comme il y en a toujours eu, des civilisations qui ne se pénètrent pas, qui s'ignorent mutuellement. Telle est bien, aujourd'hui plus que jamais, la situation de la civilisation occidentale par rapport aux civilisations orientales. Au fond, l'origine de l'illusion qui s'est exprimée chez Pascal est tout simplement celle-ci. Les Occidentaux, à partir de la Renaissance, ont pris l'habitude de se considérer exclusivement comme les héritiers et les continuateurs de l'Antiquité gréco-romaine, et de méconnaître ou d'ignorer systématiquement tout le reste. C'est ce que nous appelons le préjugé classique, entre guillemets. L'humanité dont parle Pascal commence aux Grecs. Elle se continue avec les Romains, puis il y a dans son existence une discontinuité correspondant au Moyen-Âge,
dans lequel il ne peut voir, comme tous les gens du XVIIe siècle, qu'une période de sommeil. Enfin, vient la Renaissance, c'est-à-dire le réveil de cette humanité, qui, à partir de ce moment, sera composée de l'ensemble des peuples européens. C'est une bizarre erreur, et qui dénote un horizon mental singulièrement borné, que celle qui consiste à prendre ainsi la partie pour le tout. On pourrait en découvrir l'influence en plus d'un domaine. Les psychologues, par exemple, limitent ordinairement leurs observations à un seul type d'humanité, l'occidentale moderne, et ils étendent abusivement les résultats ainsi obtenus jusqu'à prétendre en faire, sans exception, des caractères de l'homme en général. Il est essentiel de noter que Pascal n'envisageait encore qu'un progrès intellectuel, dans les limites où lui-même et son époque concevaient l'intellectualité. C'est bien vers la fin du XVIIIe siècle qu'apparut, avec Turgot et Condorcet, l'idée de progrès étendue à tous les ordres d'activité. Et cette idée était alors si loin d'être généralement acceptée que Voltaire s'empressa de la tourner en ridicule. Nous ne pouvons songer à faire ici l'histoire complète des diverses modifications que cette même idée subit au cours du XIXe siècle, et des complications pseudo-scientifiques qui y furent apportées lorsque, sous le nom d'évolution entre guillemets, on voulut l'appliquer non plus seulement à l'humanité, mais à tout l'ensemble des êtres vivants. L'évolutionnisme, en dépit de multiples divergences plus ou moins importantes, est devenu un véritable dogme officiel. On enseigne comme une loi qu'il est interdit de discuter, ce qui n'est en réalité que la plus gratuite et la plus mal fondée de toutes les hypothèses. À plus forte raison en est-il ainsi de la conception du progrès humain, qui n'apparaît plus là-dedans que comme un simple cas particulier. Mais, avant d'en arriver là, il y a eu bien des vicissitudes, et parmi les partisans même du progrès, il en est qui n'ont pu s'empêcher de formuler des réserves assez graves. Auguste Comte, qui avait commencé par être disciple de Saint-Simon, admettait un progrès indéfini en durée, mais non en étendue. Pour lui, la marche de l'humanité pouvait être représentée par une courbe qui a une asymptote, dont elle se rapproche indéfiniment sans jamais l'atteindre, de telle façon que l'amplitude du progrès possible, c'est-à-dire la distance de l'état actuel à l'état idéal, représentée par celle de la courbe à l'asymptote, va sans cesse en décroissant. Rien n'est plus facile que de montrer les confusions sur lesquelles repose la théorie fantaisiste à laquelle Comte a donné le nom de, ouvrons les guillemets, loi des trois états, fermons les guillemets, et dont la principale consiste à supposer que l'unique objet de toute connaissance possible est l'explication des phénomènes naturels. Comme Bacon et Pascal, il comparait les anciens à des enfants, tandis que d'autres, à une époque plus récente, ont cru mieux faire en les assimilant aux sauvages, qu'ils appellent des primitifs, entre guillemets, alors que, pour notre part, nous les regardons au contraire comme des dégénérés. Note de bas de page. En dépit de l'influence de l'école sociologique, entre guillemets, il y a, même dans les milieux officiels, entre guillemets, quelques savants qui pensent comme nous sur ce point, notamment M. Georges Foucart, qui, dans l'introduction de son ouvrage intitulé « Histoire des religions et méthodes comparatives », défend la thèse de la dégénérescence, entre guillemets, et mentionne plusieurs de ceux qui s'y sont ralliés. M. Foucart fait à ce propos une excellente critique de l'école sociologique, entre guillemets, et de ses méthodes, et il déclare en propres termes que, ouvrons les guillemets, « il ne faut pas confondre le totémisme ou la sociologie avec l'ethnologie sérieuse ». Fermons les guillemets. Retour au texte. D'un autre côté, certains, ne pouvant faire autrement que de constater qu'il y a des hauts et des bas dans ce qu'ils connaissent de l'histoire de l'humanité, en sont venus à parler d'un, ouvrons les guillemets, rythme du progrès, fermons les guillemets. Il serait peut-être plus simple et plus logique dans ces conditions de ne plus parler de progrès du tout, mais comme il faut sauvegarder à tout prix le dogme moderne, on suppose que le progrès, entre guillemets, existe quand même comme résultante finale de tous les progrès partiels et de toutes les régressions. Ces restrictions et ces discordances devraient donner à réfléchir, mais bien peu semblent s'en apercevoir. Les différentes écoles ne peuvent se mettre d'accord entre elles,
mais il demeure entendu qu'on doit admettre le progrès et l'évolution, sans quoi on ne saurait probablement avoir droit à la qualité de civilisé, entre guillemets. Un autre point est encore digne de remarque. Si l'on recherche quelles sont les branches du prétendu progrès dont il est le plus souvent question aujourd'hui, celles auxquelles toutes les autres semblent se ramener dans la pensée de nos contemporains, on s'aperçoit qu'elles se réduisent à deux: le progrès matériel, entre guillemets, et le progrès moral, entre guillemets. Ce sont les seules que Jacques Bainville ait mentionnées comme comprises dans l'idée courante de civilisation, et nous pensons que c'est avec raison. Sans doute, certains parlent bien encore de progrès intellectuel, entre guillemets, mais cette expression pour eux est essentiellement synonyme de progrès scientifique, entre guillemets, et elle s'applique surtout au développement des sciences expérimentales et de leurs applications. On voit donc reparaître ici cette dégradation de l'intelligence qui aboutit à l'identifier avec le plus restreint et le plus inférieur de tous ses usages, l'action sur la matière en vue de la seule utilité pratique. Le soi-disant progrès intellectuel, entre guillemets, n'est plus ainsi, en définitive, que le progrès matériel, entre guillemets, lui-même. Et si l'intelligence n'était que cela, il faudrait accepter la définition qu'en donne Bergson. À la vérité, la plupart des Occidentaux actuels ne conçoivent pas que l'intelligence soit autre chose. Elle se réduit pour eux, non plus même à la raison au sens cartésien, mais à la plus infime partie de cette raison, à ses opérations les plus élémentaires, à ce qui demeure toujours en étroite liaison avec ce monde sensible dont ils ont fait le champ unique et exclusif de leur activité. Pour ceux qui savent qu'il y a autre chose, et qui persistent à donner aux mots leur vraie signification, ce n'est point de progrès intellectuel, entre guillemets, qu'il peut s'agir à notre époque, mais bien au contraire de décadence, ou mieux encore, de déchéance intellectuelle. Et parce qu'il est des voies de développement qui sont incompatibles, c'est là précisément la rançon du progrès matériel, entre guillemets, le seul dont l'existence au cours des derniers siècles soit un fait réel, progrès scientifique si l'on veut, mais dans une acception extrêmement limitée, et progrès industriel bien plus encore que scientifique. Développement matériel et intellectualité pure sont vraiment en sens inverse. Qui s'enfonce dans l'un s'éloigne nécessairement de l'autre. Que l'on remarque bien, d'ailleurs, que nous disons ici intellectualité, non rationalité, car le domaine de la raison n'est qu'intermédiaire, en quelque façon, entre celui des sens et celui de l'intellect supérieur. Si la raison reçoit un reflet de ce dernier, alors même qu'elle le nie et se croit la plus haute faculté de l'être humain, c'est toujours des données sensibles que sont tirées les notions qu'elle élabore. Nous voulons dire que le général, objet propre de la raison, et par suite de la science qui est l'œuvre de celle-ci, s'il n'est pas de l'ordre sensible, procède cependant de l'individuel, qui est perçu par les sens. On peut dire qu'il est au-delà du sensible, mais non au-dessus. Il n'est de transcendant que l'universel, objet de l'intellect pur, au regard duquel le général lui-même rentre purement et simplement dans l'individuel. C'est là la distinction fondamentale de la connaissance métaphysique et de la connaissance scientifique, telle que nous l'avons exposée plus amplement ailleurs. Et, si nous la rappelons ici, c'est que l'absence totale de la première et le déploiement désordonné de la seconde constituent les caractères les plus frappants de la civilisation occidentale dans son état actuel. Note de bas de page. Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. Deuxième partie, chapitre 5. Retour au texte. Pour ce qui est de la conception du progrès moral, entre guillemets, elle représente l'autre élément prédominant de la mentalité moderne. Nous voulons dire la sentimentalité. Et la présence de cet élément n'est point pour nous faire modifier le jugement que nous avons formulé en disant que la civilisation occidentale est toute matérielle. Nous savons bien que certains veulent opposer le domaine du sentiment à celui de la matière, faire du développement de l'un une sorte de contrepoids à l'envahissement de l'autre, et prendre pour idéal un équilibre aussi stable que possible entre ces deux éléments complémentaires. Telle est peut-être, au fond, la pensée des intuitionnistes qui,
associant indissolublement l'intelligence à la matière, tente de s'en affranchir à l'aide d'un instinct assez mal défini. Telle est plus sûrement encore celle des pragmatistes, pour qui la notion d'utilité, destinée à remplacer celle de vérité, se présente à la fois sous l'aspect matériel et sous l'aspect moral. Et nous voyons encore ici à quel point le pragmatisme exprime les tendances spéciales du monde moderne, et surtout du monde anglo-saxon, qui en est la fraction la plus typique. En fait, matérialité et sentimentalité, bien loin de s'opposer, ne peuvent guère aller l'une sans l'autre, et toutes deux acquièrent ensemble leur développement le plus extrême. Nous en avons la preuve en Amérique, où, comme nous avons eu l'occasion de le faire remarquer dans nos études sur le théosophisme et le spiritisme, les pires extravagances pseudo-mystiques entre guillemets naissent et se répandent avec une incroyable facilité, en même temps que l'industrialisme et la passion des affaires entre guillemets sont poussés à un degré qui confine à la folie. Quand les choses en sont là, ce n'est plus un équilibre qui s'établit entre les deux tendances, ce sont deux déséquilibres qui s'ajoutent l'un à l'autre et, au lieu de se compenser, s'aggravent mutuellement. La raison de ce phénomène est facile à apercevoir. Là où l'intellectualité est réduite au minimum, il est tout naturel que la sentimentalité prenne le dessus, et d'ailleurs, celle-ci, en elle-même, est fort proche de l'ordre matériel. Il n'y a rien, dans tout le domaine psychologique, qui soit plus étroitement dépendant de l'organisme, et en dépit de Bergson, c'est le sentiment, et non l'intelligence, qui nous apparaît comme lié à la matière. Nous voyons bien ce que peuvent répondre à cela les intuitionnistes. L'intelligence, telle qu'ils la conçoivent, est liée à la matière inorganique. Ouvrons la parenthèse. C'est toujours le mécanisme cartésien et ses dérivés qu'ils ont en vue. Fermons la parenthèse. Le sentiment l'est à la matière vivante, qui leur paraît occuper un degré plus élevé dans l'échelle des existences. Mais inorganique ou vivante, c'est toujours de la matière, et il ne s'agit jamais là-dedans que des choses sensibles. Il est décidément impossible à la mentalité moderne et aux philosophies qui la représentent de se dégager de cette limitation. À la rigueur, si l'on tient à ce qu'il y ait là une dualité de tendance, il faudra rattacher l'une à la matière, l'autre à la vie, et cette distinction peut effectivement servir à classer, d'une manière assez satisfaisante, les grandes superstitions de notre époque. Mais, nous le répétons, tout cela est du même ordre et ne peut se dissocier réellement. Ces choses sont situées sur un même plan et non superposées hiérarchiquement. Ainsi, le moralisme, entre guillemets, de nos contemporains n'est bien que le complément nécessaire de leur matérialisme pratique, et il serait parfaitement illusoire de vouloir exalter l'un au détriment de l'autre, puisque, étant nécessairement solidaires, ils se développent tous deux simultanément et dans le même sens, qui est celui de ce qu'on est convenu d'appeler la civilisation, entre guillemets. Note de bas de page. Nous disons matérialisme pratique pour désigner une tendance et pour la distinguer du matérialisme philosophique, qui est une théorie, et dont cette tendance n'est pas forcément dépendante. Retour au texte. Nous venons de voir pourquoi les conceptions du progrès matériel entre guillemets et du progrès moral entre guillemets sont inséparables, et pourquoi la seconde tient, de façon à peu près aussi constante que la première, une place si considérable dans les préoccupations de nos contemporains. Nous n'avons nullement contesté l'existence du progrès matériel entre guillemets, mais seulement son importance. Ce que nous soutenons, c'est qu'il ne vaut pas ce qu'il fait perdre du côté intellectuel, et que, pour être d'un autre avis, il faut tout ignorer de l'intellectualité vraie. Maintenant, que faut-il penser de la réalité du progrès moral entre guillemets? C'est là une question qu'il n'est guère possible de discuter sérieusement, parce que, dans ce domaine sentimental, tout n'est qu'affaire d'appréciation et de préférences individuelles. Chacun appellera progrès entre guillemets ce qui sera en conformité avec ses propres dispositions, et, en somme, il n'y a pas à donner raison à l'un plutôt qu'à l'autre. Ceux dont les tendances sont en harmonie avec celles de leur époque ne peuvent faire autrement que d'être satisfaits du présent état des choses, et c'est ce qu'ils traduisent à leur manière en disant que cette époque est en progrès sur celles qui l'ont précédée.
mais souvent cette satisfaction de leurs aspirations sentimentales n'est encore que relative, parce que les événements ne se déroulent pas toujours au gré de leurs désirs, et c'est pourquoi ils supposent que le progrès se continuera au cours des époques futures. Les faits viennent parfois apporter un démenti à ceux qui sont persuadés de la réalité actuelle du progrès moral, entre guillemets, suivant les conceptions qu'on s'en fait le plus habituellement, mais ceux-là en sont quittes pour modifier quelque peu leurs idées à cet égard, ou pour reporter, dans un avenir plus ou moins lointain, la réalisation de leur idéal, et ils pourraient se tirer d'embarras, eux aussi, en parlant d'un rythme du progrès, entre guillemets. D'ailleurs, ce qui est encore beaucoup plus simple, ils s'empressent ordinairement d'oublier la leçon de l'expérience. Tels sont ces rêveurs incorrigibles qui, à chaque nouvelle guerre, ne manquent pas de prophétiser qu'elle sera la dernière. Au fond, la croyance au progrès indéfini n'est que la plus naïve et la plus grossière de toutes les formes de l'optimisme, entre guillemets. Quelles que soient ses modalités, elle est donc toujours d'essence sentimentale, même lorsqu'il s'agit du progrès matériel. Si l'on nous objecte que nous avons reconnu nous-mêmes l'existence de celui-ci, nous répondrons que nous ne l'avons reconnu que dans des limites où les faits nous la montrent, et que nous n'accordons aucunement pour cela qu'ils doivent ni même qu'ils puissent se poursuivre indéfiniment. Du reste, comme il ne nous paraît point être ce qu'il y a de mieux au monde, au lieu de l'appeler progrès, nous préférerions l'appeler tout simplement développement. Ce n'est pas par lui-même que ce mot de progrès est gênant, mais c'est en raison de l'idée de valeur, entre guillemets, qui a fini par s'y attacher presque invariablement. Cette remarque en amène une autre, c'est qu'il y a bien aussi une réalité qui se dissimule sous le prétendu progrès moral, entre guillemets, ou qui, si l'on préfère, en entretient l'illusion. Cette réalité, c'est le développement de la sentimentalité qui, toute question d'appréciation à part, existe en effet dans le monde moderne, aussi incontestablement que celui de l'industrie et du commerce. Ouvrons la parenthèse, et nous avons dit pourquoi l'un ne va pas sans l'autre. Fermons la parenthèse. Ce développement excessif et anormal selon nous ne peut manquer d'apparaître comme un progrès à ceux qui mettent la sentimentalité au-dessus de tout. Et peut-être dira-t-on que, en parlant de simples préférences comme nous le faisions tout à l'heure, nous nous sommes enlevés par avance le droit de leur donner tort. Mais il n'en est rien. Ce que nous disions alors s'applique au sentiment, et au sentiment seul, dans ses variations d'un individu à un autre. S'il s'agit de mettre le sentiment, considéré en général, à sa juste place par rapport à l'intelligence, il en va tout autrement, parce qu'il y a là une hiérarchie nécessaire à observer. Le monde moderne a proprement renversé les rapports naturels des divers ordres. Encore une fois, amoindrissement de l'ordre intellectuel, ouvrons la parenthèse, et même absence de l'intellectualité pure, fermons la parenthèse, exagération de l'ordre matériel et de l'ordre sentimental. Tout cela se tient, et c'est tout cela qui fait de la civilisation occidentale actuelle une anomalie, pour ne pas dire une monstruosité. Voilà comment les choses apparaissent lorsqu'on les envisage en dehors de tout préjugé. Et c'est ainsi que les voient les représentants les plus qualifiés des civilisations orientales, qui n'y apportent aucun parti pris, car le parti pris est toujours chose sentimentale, non intellectuelle, et leur point de vue est purement intellectuel. Si les Occidentaux ont quelque peine à comprendre cette attitude, c'est qu'ils sont invinciblement portés à juger les autres d'après ce qu'ils sont eux-mêmes et à leur prêter leurs propres préoccupations, comme ils leur prêtent leur façon de penser et ne se rendent même pas compte qu'il puisse en exister d'autres, tant leur horizon mental est étroit. De là vient leur complète incompréhension de toutes les conceptions orientales. La réciproque n'est point vraie. Les Orientaux, quand ils en ont l'occasion et quand ils veulent s'en donner la peine, n'éprouvent guère de difficulté à pénétrer et à comprendre les connaissances spéciales de l'Occident, car ils sont habitués à des spéculations autrement vastes et profondes, et qui peut le plus, peut le moins. Mais, en général, ils ne sont guère tentés de se livrer à ce travail, qui risquerait de leur faire perdre de vue, ou tout au moins négliger, pour des choses qu'ils estiment insignifiantes, ce qui est pour eux l'essentiel. La science occidentale est analyse et dispersion,
La connaissance orientale est synthèse et concentration. Mais nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Quoi qu'il en soit, ce que les Occidentaux appellent civilisation, les autres l'appelleraient plutôt barbarie, parce qu'il y manque précisément l'essentiel, c'est-à-dire un principe d'ordre supérieur. De quel droit les Occidentaux prétendraient-ils imposer à tous leur propre appréciation? Ils ne devraient pas oublier, d'ailleurs, qu'ils ne sont qu'une minorité dans l'ensemble de l'humanité terrestre. Évidemment, cette considération de nombre ne prouve rien à nos yeux, mais elle devrait faire quelque impression sur des gens qui ont inventé le suffrage universel, entre guillemets, et qui croient à sa vertu. Si encore, ils ne faisaient que se complaire dans l'affirmation de la supériorité imaginaire qu'ils s'attribuent, cette illusion ne ferait de tort qu'à eux-mêmes. Mais ce qui est le plus terrible, c'est leur fureur de prosélytisme. Chez eux, l'esprit de conquête se déguise sous des prétextes moralistes, entre guillemets, et c'est au nom de la liberté, entre guillemets, qu'ils veulent contraindre le monde entier à les imiter. Le plus étonnant, c'est que, dans leur infatuation, ils s'imaginent de bonne foi qu'ils ont du prestige, entre guillemets, auprès de tous les autres peuples, parce qu'on les redoute comme on redoute une force brutale. Ils croient qu'on les admire. L'homme qui est menacé d'être écrasé par une avalanche est-il pour cela frappé de respect et d'admiration? La seule impression que les inventions mécaniques, par exemple, produisent sur la généralité des Orientaux, c'est une impression de profonde répulsion. Tout cela leur paraît assurément beaucoup plus gênant qu'avantageux, et s'ils se trouvent obligés d'accepter certaines nécessités de l'époque actuelle, c'est avec l'espoir de s'en débarrasser un jour ou l'autre. Cela ne les intéresse pas et ne les intéressera jamais véritablement. Ce que les Occidentaux appellent progrès, ce n'est pour les Orientaux que changement et instabilité, et le besoin de changement, si caractéristique de l'époque moderne, est à leurs yeux une marque d'infériorité manifeste. Celui qui est parvenu à un état d'équilibre n'éprouve plus ce besoin, de même que celui qui sait ne cherche plus. Dans ces conditions, il est assurément difficile de s'entendre, puisque les mêmes faits donnent lieu, de part et d'autre, à des interprétations diamétralement opposées. Que serait-ce si les Orientaux voulaient aussi, à l'instar des Occidentaux, et par les mêmes moyens qu'eux, imposer leur manière de voir? Mais qu'on se rassure, rien n'est plus contraire à leur nature que la propagande, et ce sont là des soucis qui leur sont parfaitement étrangers. Sans prêcher la liberté, entre guillemets, ils laissent les autres penser ce qu'ils veulent, et même ce qu'on pense d'eux leur est fort indifférent. Tout ce qu'ils demandent au fond, c'est qu'on les laisse tranquilles. Mais c'est ce que refusent d'admettre les Occidentaux, qui sont allés les trouver chez eux, il ne faut pas l'oublier, et qui s'y sont comportés de telle façon que les hommes les plus paisibles peuvent à bon droit en être exaspérés. Nous nous trouvons ainsi en présence d'une situation de fait qui ne saurait durer indéfiniment. Il n'est qu'un moyen pour les Occidentaux de se rendre supportables. C'est, pour employer le langage habituel de la politique coloniale, qu'ils renoncent à l'assimilation, entre guillemets, pour pratiquer l'association, entre guillemets, et cela dans tous les domaines. Mais cela seul exige déjà une certaine modification de leur mentalité, et la compréhension de quelques-unes au moins des idées que nous exposons ici.